Et on va débuter sans plus tarder avec la gestion du stress. Alors, la gestion du stress, de quoi s'agit-il? Comment peut-on s'y prendre pour avoir une bonne gestion de stress, surtout pour qu'on ait des résultats plus que satisfaisants, hein, parce qu'on sait que le stress est un problème pas mal majeur de ce temps-ci, dû aussi à la pandémie, c'est sûr que ça n'aide pas. Donc, c'est important qu'on donne des outils aux gens pour comment justement gérer le stress durant cette période qui est un peu plus difficile pour tout le monde à peu près. Alors, l'association, j'ai toujours de la misère avec je vais être obligée de le laisser aller une minute. Désolée, il me fait toujours ça. Je vais recommencer. Bon, mon cliqueur, il me boude de temps en temps. Ça prend une couple de minutes avant qu'il arrête de bouder, là. Alors, l'association, nous, on a été fondée en 1918, puis on est là, on est un organisme de bienfaisance nationale qui est là pour, qui contribue au maintien et l'amélioration de la santé mentale de tous les Canadiens. Puis, on facilite l'accès aux ressources dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience, puis d'avoir accès aussi aux ressources dans le but de renforcer favoriser le rétablissement suite à une maladie mentale. On investit aussi beaucoup d'efforts pour sensibiliser le public à la santé mentale, pour renseigner aussi sur les maladies mentales afin de faire tomber les préjugés ou la stigmatisation rattachée à la maladie mentale. L'association, on est à peu près dans 18 régions du Nouveau-Brunswick, pas à peu près, mais parce que là, il nous manque une personne dans la région de Bathurst, mais ça s'en vient, ça va probablement s'en venir d'ici à l'automne. On a aussi des bureaux à Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Puis dans les 18 régions du Nouveau-Brunswick, on retrouve les coordonnateurs en éducation communautaire comme moi. Et donc, on couvre toutes les places rurales, les places des endroits ruraux. Puis on fait le travail de prévention, de sensibilisation et d'éducation. Le programme de coordonnateur en éducation, c'est nous, c'est comme moi, puis on est 11 ordinairement. Le programme provincial de soutien des pairs, ce qu'on appelle les pairs aidants. Puis le programme d'emploi Working Stronger Together, c'est travailler ensemble pour la santé mentale, mais c'est de fournir aux gens les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail, occuper un emploi intéressant à long terme, qui à son tour leur permettra d'améliorer leur santé mentale, physique et réduire les taux d'hospitalisation. Parce que même si on a une maladie mentale, ces gens-là peuvent quand même fonctionner. Des fois, il faut avoir des accommodements raisonnables, accommoder un peu le travail des personnes, être conscient que cette personne-là a des vulnérabilités. Puis, on a des coordonnateurs qui s'occupent spécifiquement de ces personnes-là pour justement sensibiliser les employeurs, aider les gens qui veulent réintégrer le marché du travail en leur donnant les outils, comment ils peuvent être plus productifs dans leur travail, malgré leurs limites, si on peut dire. L'année passée, la CSM, on a desservi 75 000 personnes. Donc, on est vraiment fiers de ça. Puis, depuis la pandémie, je trouve que l'association, on a été vraiment avant-gardiste, on a été proactif, on s'est quasiment tourné sur indicienne, puis on a appris à travailler avec des webinaires. C'est nouveau pour nous autres parce que nous, les coordonnateurs en éducation communautaire, on est habitués à travailler devant les gens. On se déplace, on rencontre des groupes, on va dans les écoles, on va dans des organismes, on va dans des ministères. Puis là, il faut apprendre à parler à une caméra. Alors, il faut assumer qu'on a du monde devant nous autres, puis on continue comme si les gens sont là. Puis, mais c'est toute une adaptation. Puis, moi, je trouve ça bien agréable aussi parce que, justement, ça permet à des personnes qui travaillent durant la journée de prendre une heure, puis de voir le webinaire à partir de leur milieu de travail, parce que l'employeur leur donne le droit. Mais aussi, il y en a des gens qui peut-être sont plus timides ou sont plus anxieux de venir en groupe. Ça fait là, on a la chance de voir des gens qui aiment mieux avoir des sessions dans le confort de leur foyer. Puis moi, je trouve ça merveilleux. Alors, on apprend toutes choses même. Durant la pandémie, il y a des côtés positifs à cette pandémie-là. Alors, si on regarde, moi, j'aime toujours garder des statistiques, je pense qu'ils sont très importantes. OK? Alors, quelle est la différence entre la santé mentale et la maladie mentale? OK? C'est important qu'on regarde à cette statistique-là. C'est sûr que la santé mentale est la capacité qu'a chacun d'entre nous de ressentir, de penser, d'agir de manière à améliorer notre attitude à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes
confronter. Alors, c'est ça que la santé mentale. La maladie mentale, ce sont des caractéristiques par des altérations de la pensée, de l'humeur ou du comportement, ou une combinaison des trois. Donc, ça peut altérer nos pensées, notre façon de penser, notre façon d'agir, puis nos humeurs. Donc, c'est ça qui caractérise un peu les maladies mentales, associées à un état de détresse et à une dysfonction marquée ou prononcée de la personne. Quelle est la maladie mentale la plus courante, vous pensez? Les troubles anxieux. Et je peux vous dire que durant cette pandémie-ci, on peut voir qu'il y a des gens qui vivent un peu plus d'anxiété. Puis si les gens ont de l'anxiété prononcée ou chronique, ben c'est sûr que ça accentue encore plus, puis si vous voulez, les symptômes, puis c'est un petit peu plus difficile à contrôler à ce moment-ci à cause que tout ce qu'on peut vivre comme incertitude par rapport à la pandémie. Mais moi, je me dis toujours, il faut prendre une journée à la fois. Il ne faut pas abandonner, il faut prendre une journée à la fois, puis essayer de rendre cette journée-là le plus agréable possible pour vous. Le trouble de panique et les phobies sont des exemples aussi de maladies mentales qui sont le plus courantes. Quel est le pourcentage de personnes qui seront touchées par une maladie mentale au moment donné de leur vie? Bien, on dit que 20% de la population peut être affectée par un problème de santé mentale. Alors, une personne sur 5 aura une maladie mentale à un moment donné de leur vie. Alors, la santé mentale n'est pas toujours en ligne droite. La santé mentale, elle fluctue. On peut avoir une vulnérabilité, on peut avoir aussi, elle peut devenir plus vulnérable. Par exemple, si je vis un deuil, ben c'est sûr que ma santé mentale peut pas être à 100%. Donc, je vais peut-être descendre un peu plus bas, puis avoir un moment de déprime, de dépression même, qui est rattaché à un deuil. Mais ça devrait sûrement se résorber après quelques semaines, après quelques mois. Mais si je vois que la dépression est encore là, puis que les symptômes sont échelonnés sur une base de 2 semaines consécutives, je ne dors pas, je mange pas, je pleure, je suis amorphe, je reste couché, ben là, il faut consulter. Ça veut dire que c'est pas juste relié au deuil, mais c'est peut-être relié à une maladie, la maladie mentale qu'on appelle la dépression, qui est la dépression chronique ou la dépression majeure à ce moment-là. Quel est le pourcentage de personnes qui ont des pensées négatives? Ben, on dit que 73% des gens ont des pensées négatives. Est-ce qu'on est l'une d'eux? Ben, probablement que ça nous arrive d'avoir des pensées négatives, alors que c'est l'être humain, hein? On a plus tendance à penser négativement que positivement parce que, justement, ça prend de l'effort pour penser positivement. Il faut qu'on mette de l'énergie là-dedans pour avoir des pensées un peu plus positives. Puis, si je suis stressée, si je vis de l'anxiété, ça se peut que je sois plus négative à ce moment-là. Et plus je suis fatiguée, plus je suis stressée, plus j'ai de la difficulté à devenir positif parce que être positif exige de l'énergie. Puis quand je vis du stress, ben souvent mon niveau d'énergie diminue. Donc, on est comme dans un petit peu un cercle vicieux, hein. Puis tout ça, ce cercle vicieux-là, ben, il va avoir un impact sur mes pensées, mes actions, mes symptômes, mes comportements. Donc, il va tout affecter, si vous voulez, les sphères de ma vie. Alors, c'est important qu'on garde un petit peu plus un niveau positif, puis se prendre soin, justement, à bien gérer son stress pour pouvoir être capable, être en mesure aussi d'essayer de penser un peu plus positivement en se prenant soin, puis en diminuant notre stress surtout. Combien de personnes au Canada s'absentent du travail chaque semaine en raison d'un problème de santé mentale? 500 000 personnes au Canada s'absentent du travail en raison, chaque semaine au Canada, en raison d'un problème de santé mentale, que ce soit qu'ils se sentent anxieux cette journée-là, soit qu'ils se sentent déprimés parce que, bon, ils ont peut-être vécu des problèmes au niveau de la violence conjugale ou peut-être qu'ils ont un enfant de malade. Puis au lieu de dire qu'ils se sentent pas bien moralement, psychologiquement, émotionnellement, ben, ils vont dire peut-être qu'ils vont dire qu'ils sont malades physiquement, comme peut-être mal de tête, ou ils vont dire d'autres prétextes que, mais on dit qu'on estime qu'il y a 500 000 personnes au Canada. Quel est le pourcentage des visites médicales reliées au stress? On dit de 70 à 80% des visites chez le médecin sont directement reliées au stress. Alors, c'est beaucoup, hein? Alors, des fois, les gens vont aller consulter parce qu'ils sentent qu'ils ont des palpitations au cœur, qu'ils ont des maux de tête, de douleurs au cou et aux épaules, parce qu'on sait que c'est là que le stress va se loger en premier lieu. Donc, souvent, les gens vont aller pour des symptômes
OK? Mais des fois, on ne pense pas toujours hein, qu'on est plus impatient lorsqu'on est stressé, puis qu'on a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais des fois, on n'est pas conscient que c'est le stress. On va plutôt y aller pour des raisons physiques sur le médecin. La santé mentale au travail, ben c'est sûr que les problèmes de santé mentale ou les maladies qui surviennent plus souvent dans le milieu de travail, c'est l'anxiété, la dépression et l'abus de substances. OK? Le plus souvent, cela affecte les personnes dans les périodes les plus actives et intenses de leur vie, entre soit 24 ans à 44 ans. Selon le bureau de la CSM au niveau national, ils ont une étude qui prouve, qui ont démontré ces chiffres-là. L'équilibre travail-vie personnelle est un facteur crucial dans la santé mentale. Donc, si on n'a pas de zone tampon entre notre vie personnelle et notre travail, ou qu'on amène notre travail à la maison, ou qu'on amène notre vie personnelle au travail, ben c'est sûr que là, on voit ça en gros, là. Ça devient très lourd à porter parce qu'on voit ça tout dans le même panier. Puis, il n'y a pas de juste milieu entre les deux, puis on n'a pas de place où est-ce qu'on peut retrouver un certain équilibre et se ressourcer. Donc, c'est important qu'on ait ce zone tampon-là. Là. Il y a des gens qui me disent, je voyage 1 heure pour aller travailler. Me croirais-tu, c'est que je décompresse de mon travail, puis quand j'arrive à la maison, j'ai laissé en arrière le travail, puis je suis prêt à être bien chez moi, dans ma famille, puis de donner du temps à ma famille. Donc, ça leur donne l'occasion de décrocher du travail. Mais si on n'a pas cette zone tampon-là entre le travail et la vie personnelle, ben c'est sûr que c'est difficile parce qu'on amène tout ça dans le même panier, puis on voit ça comme vraiment très, très gros à gérer. Hein? Donc, des fois, il faut prendre une chose à la fois puis décortiquer les choses. Ce qui est au travail devrait rester au travail, puis ce qui est à la maison devrait rester à la maison. Mais pour certaines personnes, par exemple, qui vivent de la violence conjugale, c'est très difficile de dire « je laisse à la maison ce qui reste à la maison » parce que des fois, le conjoint les harcèle jusqu'au travail. Alors, mais il faut faire attention de vous trouver une petite zone tampon pour justement essayer de vous ressourcer le plus. Donc, les demandes au travail continuent d'augmenter, puis tout comme le nombre d'heures. Puis on dit qu'un Canadien sur 4 travaille au moins 50 heures par semaine comparativement à une personne sur 10 il y a 10 ans. OK? Donc, il y a 10 ans, les gens travaillaient beaucoup moins d'heures. Alors, c'est ça que je viens de vous dire. Selon Statistique Canada, hein, le coût... on dit que 27% des employés adultes ont dit qu'ils éprouvaient beaucoup ou énormément de stress chaque jour. OK? Puis on dit que le coût total des troubles de santé mentale et des maladies mentales pour l'économie canadienne sont élevés. L'étude commandée par la Commission de la santé mentale du Canada établit clairement que ça coûte au moins 50 milliards de dollars à l'économie canadienne. Cela représente 2,8% du produit intérieur brut de 2011 du Canada, donc de l'économie canadienne dont on parle ici. Le coût lié à la santé mentale, aux services sociaux, au soutien du revenu représente la grande part de ces coûts-là. Alors, 62% des cas, les répondants ont indiqué qu'ils étaient surtout stressés lorsqu'ils étaient au travail, sous l'effet du stress au travail. Alors, ça représente beaucoup d'argent au niveau de l'absentéisme au travail, le remplacement des gens qui sont malades, etc., etc., le coût relié à l'hôpital, aux médecins, aux thérapeutes. Ça a coûté aussi aux entreprises plus de 6 milliards de dollars en perte de productivité, hein, comme je viens de le dire, absentéisme, présentéisme et le roulement en 2011. Puis au cours des 30 prochaines années, le coût total de l'économie s'établira à 2,5 billions de dollars. Donc, c'est sûr que parmi les sources de stress chez les travailleurs stressés, on a mentionné les préoccupations d'ordre financier. Puis on sait que dans les couples, c'est un stress énorme dans les couples, hein, les finances. Alors, on se rend compte que c'est un des stress les plus élevés, là, à part que la perte du conjoint et de la conjointe. Le manque de temps est de 12%, puis les problèmes familiaux sont de 8%, puis les problèmes personnels et autres sont de 6%. Donc, on voit que ça a quand même beaucoup d'impact, hein, le stress dans notre vie sociale, en société ou au travail. Si on regarde les continuums de la santé mentale, mais c'est juste ceci pour vous démontrer que la santé mentale n'est pas toujours en ligne droite, elle n'est pas toujours linéaire, elle a des hauts et des bas. Si on regarde par exemple le numéro 1, où est-ce qu'on a une santé mentale, ça va bien dans notre vie, on est épanoui, hein? On apprend, on grandit,
on est vraiment satisfait, puis on se sent vraiment bien mentalement et physiquement. Maintenant, dans le point 2, ben là, on peut décompenser. Puis décompenser, ben, c'est peut-être qu'il peut nous arriver, par exemple, une séparation. Il peut m'arriver un deuil. Il peut m'arriver même la perte de mon chien qui peut venir vraiment, moi, m'affecter, dépendamment. Hein, si vous l'aimez vraiment, votre chien. Tu sais, les gens disent c'est rien qu'un chien, mais c'est la relation que j'ai avec ce chien-là. Tu sais, si c'est mon meilleur compagnon, si c'est lui qui est là quand que mon mari me bat ou mon chum me bat ou mon conjointe ou je ne sais pas moi, peut-être que je vis de la violence puis mon petit chien, c'est la seule source d'affection que j'ai, ben peut-être que je vais décompenser plus qu'une personne qui vit une relation équilibrée puis harmonieuse. Donc, c'est sûr que ça peut venir fragiliser ma santé mentale. Okay? Donc, on voit que dans le 2, on peut décompenser dans le sens que j'ai ma santé mentale plus fragile. Alors, la ligne va de haut en bas. Alors, je peux avoir une santé mentale optimale, vraiment bonne, puis je peux aussi avoir une santé mentale fragile si j'ai à vivre un deuil, une perte d'emploi, la perte de mon chien ou un deuil, hein, comme je mentionnais. Et je peux aller aussi dans un symptôme sévère de maladie mentale si je tombe dans le 3, si j'ai par contre les symptômes de la maladie mentale. Alors, si par exemple, que j'ai une maladie mentale déjà préexistante, puis je vis ce stress-là ou ces deuils-là, ben c'est sûr que là, je vais tomber dans le 3 où est-ce que je vais avoir des symptômes de maladie mentale sévère. Donc, ça va venir accentuer mes symptômes de ma maladie mentale, OK? Alors, ça va être le niveau 3. Alors, j'aurais peut-être à voir mon psychiatre, j'aurais peut-être à aller voir aussi au niveau de la médication parce que je vis quelque chose de difficile dans ma vie, puis ça vient encore fragiliser ou accentuer plus mes symptômes de maladie mentale. Et la phase numéro 4, qui est l'épanouissement et les symptômes de la maladie mentale, mais si j'ai vu mon thérapeute, si j'ai eu le soutien nécessaire, si j'ai eu la médication adéquate, si moi j'ai un toit sur la tête, si j'ai ma famille ou mon conjoint qui me supporte ou des enfants qui m'aiment malgré tout, tu sais, mes hauts et mes bas de ma maladie, ben, je peux avoir une maladie mentale, les symptômes, mais je peux aussi avoir une bonne santé mentale. Parce que quand j'ai un toit sur la tête, pas de problème financier, un travail, une famille, je peux avoir une maladie mentale, mais avoir une bonne santé mentale. Je peux avoir une santé mentale optimale. Alors, je ne sais pas si vous me suivez dans tout ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On peut revenir là-dessus. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais juste pour vous dire que des gens qui ont une maladie mentale, qui vivent avec une maladie mentale au quotidien, mais ils peuvent quand même avoir une bonne santé mentale du fait qu'ils ont un toit sur la tête, ils ont un travail, ils ont ils n'ont pas de problème d'argent, donc ils peuvent avoir une bonne santé mentale. Alors, on peut y revenir si vous avez des questions là-dessus. Parce que c'est important qu'on sache que même si les gens ont une maladie mentale, ils peuvent avoir une bonne santé mentale. Le stress désigne tout simplement notre capacité de s'adapter aux exigences de notre vie. Okay? S est égal à P plus grand que R. Lorsque le stress est égal, c'est lorsque les pressions sont supérieures aux ressources dont nous disposons pour y faire face. Puis ça provient de 4 sources. Alors, notre environnement. Qu'est-ce qui peut être notre environnement? Feu de circulation. Vous savez, le matin, quand on est pressé, là, ben, croyez-moi pas, on va tout pogner les lumières rouges qu'il y a dans la ville. Parce qu'on est du fait qu'on est pressé. Moi, je suis chanceuse dans ma ville, j'ai juste une lumière. Fait que c'est ça qui est l'avantage de vivre dans un milieu rural. Mais plus on est pressé, moins que ça va vite. Je pense que tout le monde a remarqué ça. Alors, les feux de circulation, les bruits, la température, la surpopulation, le trafic, tout ça peut être une source de stress pour nous. OK? Les agents stressants sociaux, ben, ça peut être les échéanciers. Hein? Si moi, j'ai à payer mes billes à la fin du mois puis je viens de perdre ma job, ça peut être une grande source de stress. Le manque d'exercice, les accidents, la mauvaise alimentation, la perturbation au niveau du sommeil, excusez, j'ai descendu à la phrase après. Les inquiétudes financières et la perte d'un être cher. Ça peut être un stress social. Ou peut-être que mon conjoint me quitte. Ça peut être des stresseurs sociaux qui peuvent m'affecter. Physiologiquement, ben, le manque de sommeil, la mauvaise alimentation, on sait qu'il y a certains aliments qui vont augmenter mon stress, qui vont générer plus de stress. Laquelle vous pensez que c'est? Hein? Chocolat,
caféine, hein? Ce sont des choses qui peuvent, le gras, le sucre, c'est des choses qui peuvent n'aident pas à gérer mon stress parce que ça va faire l'effet contraire, ça va augmenter mon stress. Donc, c'est important de bien s'alimenter. Puis souvent, lorsqu'on est dans un stress, la première personne qu'on va négliger, c'est nous. On va manger à la vitesse, on va manger du fast-food pour aller plus vite ou qu'on va manger du sucre. Puis, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, peut-être que vous vous êtes rendu compte, on est plus porté à ouvrir la porte du frigidaire depuis la pandémie. Parce que là, on vit un stress, puis là, ben, on a peut-être besoin plus de manger de carbs, de sucre, de chocolat. Moi, j'ai jamais mangé autant de desserts de ma vie. Alors, je pense qu'on est juste humain, puis c'est un réflexe qu'on a quand on est stressé, d'aller peut-être se récompenser plus, puis on pense qu'on se prend soin en s'offrant ces petites gâteries-là, mais c'est l'effet contraire, ça nous aide pas vraiment. Alors, moi, j'essaie de revenir à mes bonnes routines, là, de pas justement trop consommer de sucre, de caféine également. Donc, il faut faire attention. Le vieillissement aussi peut être source de stress. Il y a des gens qui, surtout ce qu'on voit qui se passe dans les médias, là, des fois, ça nous dit que c'est quand même plus inquiétant de vieillir. Hein? Nos propres pensées aussi peuvent être source de stress. On sait que le cerveau interprète et traduit des changements complexes, détermine le moment de stimuler l'intervention d'urgence, comme le combat ou fuite. Puis si on regarde à la pandémie, des fois, on a juste le goût de fuir, puis des fois, on dit, bon, ben, je vais prendre une journée à la fois, puis je peux rien changer. Et je dis aux gens, moi, je peux pas changer le monde extérieur, je peux juste changer mon monde à moi. Puis mon monde à moi, ben, c'est de me prendre soin, de prendre soin de ma famille, de prendre soin des gens que j'aime, de me faire des petits plaisirs à chaque jour. Donc, ça, c'est mon monde. Mais j'ai pas de pouvoir sur la pandémie, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe dans les États-Unis, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe ailleurs. J'ai juste le pouvoir de changer ce qui se passe dans ma tête, dans mon environnement proche. Donc, moi, je me limite à ça pour le moment parce que il faut garder notre énergie justement pour nous, puis pour apprendre à gérer notre stress, puis apprendre à gérer notre anxiété. Ça prend déjà beaucoup. Donc, prenez soin de vous, c'est ça que je vous dirais. Alors, vos pensées, essayez de les limiter à penser à vous, aux gens que vous aimez. Alors, le stress peut être négatif, hein, ou positif. Alors, le stress, il est nécessaire, hein. Sans stress, on tomberait de mort. Ça nous en prend pour remplir nos tâches quotidiennes, OK? Sans stress, il n'y aura aucune productivité, aucun engagement. Donc, ça nous prend du stress. Le stress devient un problème lorsque les personnes ne sont plus capables de faire face à un événement ou à une situation et deviennent dépassées par les événements. Moi, j'ai des gens, des fois, qui me disent, Lucie, je ne sais plus par où commencer quand je rentre au bureau le matin. Et moi, des fois, je leur dis, on commence par s'asseoir. Prenons le temps de s'asseoir, de prendre des bonnes respirations, puis d'écrire sur papier ce qui est prioritaire pour cette journée-là d'accomplir. Alors, faites-vous un plan de la journée, écrivez ce dont vous avez besoin de finir, c'est quoi les échéanciers pour la journée. Alors, prenons le temps de s'asseoir, puis une chose à la fois. Donc, c'est important. Moi, je dis toujours aux gens de ne pas regarder la grande photo, de rapetisser la photo, puis de focuser, c'est ce qui est plus important de faire. Okay? Ne pas laisser se dépasser par les événements. Puis on sait que les troubles mineurs de maux de tête, troubles de digestion, tout ça, ça a des effets sur notre corps. Hein? Puis ça peut être aigu et chronique, le stress. Alors, il existe deux sortes de stress. Puis ça peut être très néfaste sur notre corps, qui est le stress excessif. Il faut faire attention à celui-là. Le premier est celui dont nous ressentons les effets immédiatement, OK? Puis se met en combat de, soit on voit ça comme une menace. Ça peut accélérer notre rythme cardiaque, la respiration plus saccadée, notre transpiration abondante. Il y a des gens qui peuvent avoir des nausées, puis aussi des raideurs musculaires. On sait qu'au niveau du cou et des épaules, c'est là que le stress se loge en premier lieu. Puis si les gens ont à travailler à partir de la maison, on sait qu'on n'est pas trop ergonomique, moi la première, et j'essaie de faire des petites pauses plus souvent, de faire des petites rotations avec mes épaules, avec mes bras, mon cou aussi, essayer de faire des petites rotations tranquillement. Des fois, ça craque, des fois, ça craque pas, dépendamment de ce qu'on a à faire cette journée-là. Donc, il faut faire attention à ça. Comment réagir notre corps au stress? Ben, c'est sûr qu'il y a le combattre ou fuir. L'organisme réagit biologiquement en deux temps.
La réponse est commandée par le système nerveux. Il déclenche une production d'hormones destinées à apporter une réponse à court terme, indépendamment du contrôle volontaire. Quelles sont les causes du stress? Ben, c'est sûr que il y a toutes sortes de causes qui peuvent amener ça. Ça peut motiver ou faire prendre conscience justement que nous sommes stressés. Il peut donner un sentiment d'urgence ou de vigilance. Par exemple, la vigilance, c'est important. Quand vous arrivez sur un lieu d'accident, si on peut parler du stress de vigilance, je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai arrivé sur un lieu d'accident, OK? Ben, la vigilance a fait en sorte que j'ai pu agir efficacement. Au lieu de rester figé, mon système a dit, Lucie, faites quoi? J'ai arrêté le trafic parce que la personne était étendue sur le pavé et j'ai arrêté le trafic. J'ai dit à mon conjoint, va appeler le 911. J'ai dit, touchez pas la personne qui est à terre. Ça m'a donné des outils pour agir efficacement en cas de danger. Mais après que tout a été terminé, laissez-moi vous dire que je me suis assis, puis j'avais pas tellement d'énergie. Aussi, quand j'ai frappé un orignal, je l'ai frappé dans le bout de Couchibougouac. J'ai drivé jusqu'à chez moi, comme ça, sur mon volant, tellement j'avais peur de frapper un autre orignal, parce que j'avais pas endommagé ma voiture trop. J'avais pu la cerner un peu, mais ça m'a donné, j'étais comme vraiment très, trop vigilante. Tellement j'avais le stress au plafond, quand j'arrivais à la maison, j'ai ouvert la porte, j'ai écrasé droit en rentrant à la maison parce que mon système a droppé droit là. J'avais plus vraiment l'énergie même pour me tenir debout. Mais c'est ça. C'est ça que le stress qui peut faire aussi. Soit on peut avoir un sentiment d'urgence ou d'avoir un sentiment de vigilance, mais ça nous aide à nous adapter dans des moments de situations qui sont menaçantes pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Là, nous sommes stressés. Quelles sont les causes? On vient de les voir, puis les plus courantes, mais c'est sûr que les gens vont souvent avoir des maux de tête, des raideurs au niveau du cou et des épaules. Puis souvent, les gens vont aller consulter pour ça. Alors, si on regarde les causes externes puis les causes internes au suicide, si on regarde du côté gauche, ben, les événements marquants comme les causes externes, ça peut être la naissance. Ben, la naissance d'un bébé, même si c'est de quoi de positif dans la vie des gens, ça peut engendrer du stress. Les décès, les pertes d'emploi, la promotion, le changement d'état civil, si les gens se séparent, par contre, l'interaction sociale, l'impolitesse, les gens imposants, arrogants. Alors, je vous les énumérais pas toutes, là, vous les voyez là comme moi, les tracas quotidiens, les stress organisationnels, donc les normes et les procédures qu'il faut des fois s'adapter. Donc, il faut avoir une certaine flexibilité pour faire face à tous ces changements-là. Comme ce que la pandémie nous donne, ces changements extérieurs-là, c'est sûr qu'il faut s'adapter. L'environnement physique, moi, il faut que je m'adapte à un bureau entre ma salle à dîner et mon salon. Je ne sais pas vous autres comment ça se passe, mais moi, je peux vous dire que ça a été tout un tour de force de me faire un bureau dans un espace restreint de ma maison. Les lumières brillantes, la chaleur, on sait que c'est l'été qui s'en vient, puis on continue à travailler, il faut quasiment avoir l'air conditionné. Puis si on regarde les causes internes au stress, ben c'est sûr que le piège de la pensée, les attentes irréalistes. Des fois, les gens s'attendent qu'ils vont être aussi productifs à la maison qu'au travail. Puis ça, c'est pas toujours réaliste. Prendre des choses personnelles, penser tout ou rien, l'exagération, les pensées rigides, choix de mode de vie. Des fois, on va aller vers la caféine, on va augmenter puis même j'avais aussi une conférence sur la dépendance, puis les gens ont peut-être plus tendance à prendre un verre de vin, une bière pour essayer de décompenser ou de libérer du stress, le manque de sommeil, les calendriers surchargés. Même si on n'est pas physiquement au bureau, je peux vous dire qu'on travaille vraiment des journées complètes. Je parle pour moi, puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui sont comme moi. Je pense que si on est dans le domaine de la santé mentale, ben veut pas, le fait que les gens vivent un peu plus de stress, peut-être qu'on est plus en demande. Puis soyez assurés que les services restent en place. Vous pouvez contacter ces personnes-là, ils sont là. Peut-être qu'ils peuvent pas prendre les gens physiquement, mais ils peuvent sûrement, ils vont le faire par téléphone, les rendez-vous, tout ça.
Alors, ne soyez pas gênés de faire appel à des personnes si vous sentez que vous êtes dépassé par tous ces événements-là. Les pensées pessimistes, l'autocritique, tout ça, les traits de personnalité comme le perfectionnisme, ça augmente énormément notre stress si on devient perfectionniste, on veut tout faire, puis être parfait partout. On ne peut pas être parfait partout. Puis les accros du travail, c'est sûr que ça a un impact aussi sur nos niveaux de stress. Alors, si on regarde les signes physiques du stress, ben, les tensions musculaires, la difficulté à dormir, il y a des gens qui vont faire de l'insomnie, changement au niveau de l'appétit, soit qu'on mange moins ou qu'on mange plus, courir dans tous les sens, tension au niveau des mâchoires, la diarrhée, douleur au cou, aux épaules. Moi, c'est mon premier signe. Quand j'ai des douleurs au cou, aux épaules, au dos, je me dis soit c'est ma posture ou soit je vis un peu plus de stress. Alors, j'écoute mon corps vraiment. Puis, je vous inviterai à le faire aussi parce que c'est tellement important. L'hypertension artérielle, troubles de digestion, maux de tête, un cœur qui bat plus vite, les grincements de dents, tapement du pied. Moi, je me rends compte de ça dans les réunions, les gens qui vont faire clic, 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 clic. Sûrement, vous avez des collègues de travail qui font ça à des réunions ou qui grouillent toujours le pied sous la table. Hein? C'est ça qu'on veut dire par des tapements de pied ou taper toujours sur la table comme ça. C'est des gens qui souvent ont du stress, puis il faut qu'ils se sentent un petit peu occupés, là. Il faut qu'ils grouillent, là. Ça fait que, parce que le stress se fait ça, hein. Les symptômes émotionnels du stress, l'anxiété, la frustration, les bleus, hein. Des fois, on a des bleus quand on sait qu'on a une grosse semaine qui s'en vient, puis on dit, aïe, aïe, là, j'ai de quoi qui s'en vient. Puis là, on voit que notre niveau de stress va augmenter. On a des sauts d'humeur, on a moins de tolérance, hein. Moins de tolérance. Puis moi, mon meilleur signe aussi, c'est quand que je commence à me crier après moi-même. Parce que des fois, on a tendance à être impatient, mais envers nous-mêmes. Quand j'échappe de quoi, par exemple, je me dis, voyons, t'as les mains pleines de pouces. Quoi ça sort? Calme tes nerfs, là, Lucie, là. Puis je me parle à moi-même. Puis quand je suis rendu que je me parle à moi-même, puis je me crée moi-même, ben, j'arrête là, puis je vais prendre une petite bouffée d'air dehors. Des fois, ça fait juste du bien. Des fois, on peut avoir un mauvais caractère aussi. Des fois, on peut être impatient avec les autres aussi. On peut être aussi pas trop gentil des fois avec les autres. Faut faire attention à ça. Les cauchemars, moi, quand je viens de déborder au travail, ben souvent, je vais rêver que j'arrive en retard à une conférence ou qu'il n'y a personne à ma conférence ou que j'ai fait un fiasco ou que tout le monde a pris la porte. Alors, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Les gens qui ont des crises de l'âme, l'irritabilité, personne qui se soucie, on se fait du souci pour... on pense que personne ne fait de soucis pour nous-mêmes. La dépression, l'inquiétude. On est facilement découragé aussi. Alors, les comportements physiologiques, comportementaux, si on veut au stress, ben, on va oublier les sentiments émoussés, la faible productivité. Toutes ces choses-là vont, l'attitude négative, la confusion, la léthargie, l'esprit agité. Alors, les gens vont tous ressentir ces signes psychologiques-là. L'ennui, les dialogues intérieurs. Puis, un autre signe qui est vraiment évident, c'est lorsqu'on a de la misère à se concentrer. Parce que là, on est en réunion, mais notre tête, elle, continue de spinner puis se concentrer sur d'autres choses qui s'en viennent. Soit qu'on appréhende ce qui s'en vient ou on se projette dans le futur, comme pour la semaine prochaine, puis on n'est plus vraiment présent. Donc, on a de la misère à rester concentré sur le moment présent. Les signes comportementaux, ben c'est ça. Hein? On va consommer beaucoup plus de café. On peut peut-être se suralimenter ou peu s'alimenter ou mal s'alimenter. L'alcool, les drogues, fumer, tout cela peut tenter pour tenter de réduire justement le stress. Mais des fois, ça fait l'effet contraire. Ça augmente plutôt notre stress. Quand le stress devient-il un problème? Ben, lorsqu'on se sent plus capable de gérer la situation, le stress devient plus qu'un simple malaise, le stress devient chronique. Quand toutes les réserves d'énergie s'épuisent et que l'énergie nécessaire devient supérieure à ce que le corps est capable de produire. Et ça, c'est important qu'on se rende compte que des fois, on est en train de gruger dans notre énergie en réserve, puis on s'aperçoit qu'on n'a plus vraiment, puis c'est là que les gens s'épuisent vraiment, puis qu'on devient dans un stress chronique. Alors, cognitif, physique, affectif ou comportemental, tout ça, c'est des signes. Vous allez voir, on les a pas mal énumérés jusqu'à maintenant, là, mais c'est un tableau que vous pouvez regarder. Puis, on peut voir que peut-être
on a tous ces signes-là. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a des changements dans la routine, on a des baisses de rendement, on a un changement dans les habitudes alimentaires ou de sommeil, on a un manque d'hygiène personnelle, soit on est à la retraite ou on s'isole, puis on est peut-être taciturne, là, on est peut-être plus triste ou plus, ou on a une volubilité plus excessive, donc on peut être peut-être down ou hyperactif à des moments donnés. Alors, tout ça, ça peut être des signes à prendre en considération. Alors, l'impact de la demande du stress. Alors, quand la demande dépasse le contrôle. Alors, si moi, par contre, j'ai des demandes au niveau de mon travail, OK, ma demande est forte, puis que j'ai un faible contrôle sur comment je peux organiser mon travail. Par exemple, je peux vous dire que ça m'a causé du stress quand on m'a dit, Lucie, tu vas faire des webinaires en ligne, puis tu fais ça à partir de chez toi. Aïe, aïe! Parce que la demande était énorme et mon contrôle était... Je n'avais pas de contrôle parce que je ne savais pas comment faire des webinaires. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Puis je peux vous dire que la première semaine a été assez pénible, merci, pour m'adapter justement à tout ça. Mais là, ça va de mieux en mieux. Mon stress est de moins en moins élevé. Puis je peux vous dire que j'arrive à fonctionner. Angela pourra vous le dire, c'est elle qui s'occupe de ma technique, là, puis qui me met ça en ligne. Mais je suis plus confortable maintenant. Mais je peux vous dire qu'au début, la demande était vraiment beaucoup plus élevée que le contrôle que je pouvais avoir sur la situation. Donc là, mon stress a mis un petit peu plus élevé. Aussi, ce qu'on veut regarder au niveau de droite, qu'est-ce qui peut arriver aussi? C'est quand que les efforts sont plus exigeantes que la récompense qu'on a. Par exemple, au niveau de mon travail, moi, on me demande beaucoup plus d'efforts, puis mon travail n'est pas reconnu. Ou peut-être qu'on ne reconnaît pas ce que je donne comme effort. Ça peut devenir démotivant pour la personne. Ça peut être aussi le fait que je travaille fort, 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 puis je trouve que mon salaire ne vaut pas ce que je donne comme effort. Ça peut être aussi que j'ai pas d'amélioration au niveau de ma carrière, j'ai pas d'avancement, ça stagne. Peut-être que ça, je trouve que je suis pas assez récompensée à ce niveau-là. Peut-être que ça va engendrer beaucoup plus de stress. Puis on dit que quand ces gens vivent ça dans leur travail, il y a 3 fois plus de problèmes cardiovasculaires, puis il y a les taux élevés de dépression, d'anxiété puis de problèmes reliés au conflit, ça va en augmentant au niveau du travail. Donc, c'est sûr que ça crée des conflits, hein, parce que si je mets beaucoup d'efforts, puis je garde de côté, puis que c'est mon collègue qui est récompensé, ben ça aide pas non plus. Puis ça peut créer des conflits, de dire, ben là, pourquoi Joe Blow, lui, il a tout augmenté, puis moi, j'ai pas tout augmenté? Puis pourquoi Joe Blow a eu une belle grosse écran, puis il a eu une belle chaise ergonomique, puis moi, je suis ici, puis j'ai rien, puis ça peut engendrer des conflits. Alors, moi, je vous dirais de rencontrer votre superviseur ou votre employeur, de dire, écoute, moi, je pense que dernièrement, tu gardes mon rapport ou tu gardes mon rendement au travail, je donne mon 100%, puis même plus. Puis je trouve qu'en fin de compte, j'aimerais d'avoir un peu plus de reconnaissance. J'aimerais d'avoir peut-être une chaise ou un écran neuf ou, tu sais, mais ayez pas peur de faire peut-être des demandes. Puis au lieu de rester avec, moi j'appelle ça la petite crotte sur le cœur, puis de dire, ben, puis faire de ressentiment par rapport aux autres, par rapport au travail, puis des fois, le ressentiment, ça vient lourd sur les épaules. Alors, moi, je vous dirais de trouver peut-être une entente avec soit votre superviseur avec qui vous êtes plus à l'aise de parler, mais essayez de rectifier cette situation-là parce que des fois, c'est plate parce qu'on adore notre travail, mais parce qu'il arrive ces choses-là, ben, il y a des gens, des fois, qui disent, je peux plus rentrer au travail, je peux plus vivre ça. Mais si on aurait pu prendre le temps de régler un petit peu, ça peut des fois diminuer surtout notre niveau de stress. L'équilibre de vie, 58% des Canadiens rapportent ils ont une surcharge dans les rôles. Ben, une surcharge dans les rôles parce que oui, la façon dont on réagit au stress peut avoir un impact sur les techniques de relaxation qui nous conviennent. Donc, on a besoin de temps seul ou de stimulation sociale. Il faut prendre du temps pour soi. Puis, des fois, on ne le prend pas souvent, mais les gens se sentent surchargés dans leur rôle. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'ils travaillent plus que 49 heures par semaine, donc c'est beaucoup. Un employé sur 10 travaillait plus de 50 heures par semaine. Un employé sur 4 travaille plus, oui, je vais le dire, et 45 minutes de moins au niveau de leur famille.
Ça veut dire 5 semaines de plus par année. Alors, si on calcule 45 minutes de moins par jour au niveau qui passe avec la famille, on dit que ça donne environ 5 semaines de travail de plus par année. Alors, comment identifier des éventuels problèmes de santé mentale chez les employés? Parce que c'est sûr que ça peut être un indice. Hein? Si on passe beaucoup plus moins de temps dans nos familles, puis on passe beaucoup plus à notre travail, bien, c'est sûr que ça peut avoir un incident sur notre santé. Comment réagissez-vous au stress? Ben, il y a les réactions au stress. On peut être surexcité ou sous-stimulé ou figé. OK? Donc, des fois, on peut être sur le neutre, comme qu'on dit. Alors, on est plus au ralenti. On se sent moins productif. Alors, c'est des choses qu'on peut vivre. Alors, surexcité, il y a des gens qui vont être hyper avec le stress. Hein, ils vont être vraiment, ils vont toujours avoir besoin de bouger. Il faut que ça grouille, il faut qu'ils soient dans l'action. Ils ne prennent pas de moments de répit. Alors, puis les symptômes, ben, on est plus souvent aussi fâché, agité, puis sous l'effet du stress parce que justement, on a cette réaction-là d'être surexcité, mais en fin de compte, ça n'aide pas au niveau de nos symptômes au niveau du symptôme du stress. Alors, il faut aller voir aux techniques de relaxation. Je n'entrerai pas dans tous les détails de la technique de relaxation. Vous le savez comme moi, je trouve que la marche comme telle est l'activité par excellence pour gérer son stress. Ça produit une force intérieure, on fait une marche consciente, donc on sort dehors, puis on prend conscience de nos 5 sens, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, ce qu'on respire, ce qu'on peut goûter, ce qu'on peut toucher, être conscient qu'on est en train de marcher. Les gens qui vivent dans le passé ont plus souvent être dans la déprime, puis les gens qui pensent à l'avenir sont plus souvent dans l'anxiété. Donc, c'est important de vivre le moment présent. Alors, quand je dis prendre une marche en pleine conscience, c'est de prendre conscience que je pose mes pieds par terre puis je marche. Je regarde la nature, ce qui m'entoure. Il y a des gens qui marchent peut-être pour perdre du poids sans réaliser le paysage qui les entoure. Mais ça peut vraiment tellement faire du bien, mais aussi marcher en respirant. Donc, en vieillissant, notre respiration a tendance à passer du diaphragme à la poitrine, devient de plus en plus superficielle, de plus en plus rapide. Donc, la respiration profonde par l'abdomen est tellement, tellement plus efficace. OK? Alors, on respire, on va retenir et on va expirer très, très lentement. On peut compter, hein? Alors, je peux inspirer, retenir et expirer. Puis plus on va le faire, plus on va pouvoir le faire en profondeur. Alors, c'est tellement important. Et ça aussi, la tension musculaire, hein, progressive, de contracter les muscles et de décontracter, c'est une autre façon de gérer son stress puis d'aider à libérer notre corps des toxines. Parce qu'on sait que notre corps, lorsqu'on a un stress intense, il va produire plus de cortisol qui va aussi aller en grande quantité de notre sang, puis aller aussi de nos organes. Donc, c'est important qu'on essaie de libérer notre corps de cette cortisol-là, le mot m'échappe, là, de cette hormone-là, je vais le dire. Ça paraît que c'est vendredi, hein? Ah oui! Alors, les techniques de relaxation, la méditation. La méditation, vous pouvez la pratiquer. Il y en a tellement maintenant. Googlez, là, méditation, puis vous allez voir, vous allez en avoir de toutes les sortes. Il y en a que c'est vraiment avec de la musique douce. Il y en a que c'est vraiment avec un parler qui va vous inciter à vous détendre. Il y a le tai chi, il y a le... Mon Dieu, moi, il y en a, j'en ai des... Allez consulter, vous allez voir qu'on a tellement. J'en ai décrit ici avec des drôles de noms. La massothérapie aussi, c'est quelque chose qui peut être très fun aussi, hein? Les massages. De prévoir aussi une heure fixe pour vous entraîner. Si vous décidez de vous entraîner, là, il y a des gens qui vont faire une marche plus active pour justement libérer le stress. Mais faites-les tranquillement, commencez tranquillement, en pratiquant la pleine conscience, en n'oubliant toutefois pas de respirer, de ne pas faire aussi de trop d'activités de musculation avant d'aller au lit, c'est important. Alors, c'est vraiment plus de la méditation ou du yoga peut-être avant d'aller dormir plutôt que de faire de l'entraînement physique.
Essayez aussi de consommer moins de tabac avant d'aller au lit, ou surtout aussi d'alcool. Tout ça pour éviter justement que ça ne vienne pas perturber votre sommeil, en plus le stress qui peut perturber votre sommeil. Alors, prenez, mon Dieu, comme on dit, tranquillement, si c'est de l'activité physique que vous voulez faire pour libérer du stress, la méditation, le yoga, maintenant, on peut l'apprendre en ligne. Hein, vous l'avez, on vous donne tellement de techniques simples. Allez consulter. Moi, je Google des fois, puis on trouve plein d'informations. Vous pouvez aussi aller sur le site de la CSM. Ils ont donné aussi des façons de gérer le stress. Ils ont donné des sessions de yoga. Alors, on peut aller toujours vérifier ça. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, bien, c'est sûr, en tant qu'humain, on a tous besoin. Quels sont nos besoins? Bien, on a besoin de créer des liens, on a besoin d'être connecté, on a besoin d'être, pour connaître et être connu, pour voir et être vu, pour comprendre et être compris. Ce sont tous des connexions qu'on a besoin de faire. L'honnêteté, c'est nous avons besoin d'intégrité, de présence, de vérité, d'authenticité. Le jeu, hein, l'humour sauve le monde. On a besoin de rire, d'avoir du fun, de ne pas avoir peur de faire des blagues, mais des bonnes blagues, c'est sûr, là. Mais de ne pas avoir peur de mettre ça dans notre salle à café. Moi, j'aime toujours de rire en réunion. Tu sais, on peut être au travail puis avoir du plaisir aussi. On n'est pas obligé toujours être sérieux, là, mais le rire relâche énormément de stress émotif. Alors, ne perdez pas une occasion de rire dans votre journée. Ça libère énormément de stress émotif. Il faut prendre le temps de rire, d'avoir du plaisir dans la vie. La paix, hein? Combien de nous autres ne cherchons pas la paix, hein? Nous recherchons la beauté, la communion avec la nature, la facilité, l'égalité, l'harmonie, l'inspiration et l'ordre. Donc, quand on a de l'ordre dans nos vies, ben, c'est sûr qu'on a plus une paix intérieure. Et quand on a de la paix, ben, c'est sûr qu'on est plus inspiré. Hein? On est plus en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec tout ce qui nous entoure. Le mieux-être physique, nous avons besoin d'un mieux-être, l'air, la nourriture, l'exercice, le repos, l'eau, boire de l'eau, un sens, hein, dans notre vie. Nous avons besoin de conscience, de célébrer la vie, même si on est dans une période de pandémie. Célébrer la vie. Moi, je me levais le matin, chaque matin, de me dire, j'ai mes yeux, j'ai mes mains, je peux entendre, je peux voir, je peux goûter, j'ai une belle vie, je me crée des petits bonheurs à chaque jour, que ce soit dans mon jardin, dans mes fleurs, avec mes petits-neveux, mes petites nièces. On a besoin de célébrer la vie, on a besoin de relever des défis, on a besoin de clarté de notre vie, de savoir où est-ce qu'on s'en va, de développer des compétences. Moi, je me fais un jardin pour la première fois de ma vie, là. J'ai 61 ans. Mais ça, j'ai en train de développer un goût pour ça. J'adore. Je suis en train de prendre conscience que j'ai des habilités, des compétences. Je suis en train de faire des découvertes. Il faut continuer d'avoir de développer, d'avoir des croissances dans notre vie, de l'espoir, de l'apprentissage. On a des deuils aussi dans notre vie. Hein? Il y en a qui perdent des êtres chers durant cette pandémie-là. Mais trouver un sens dans tout ça, c'est tellement important. Puis de trouver de l'aide surtout. Si on vit des deuils, trouver de l'aide, trouver des personnes qui peuvent vous aider avec tout ça. C'est tellement difficile des fois, puis ça augmente notre stress dans les périodes de deuil. C'est des périodes qui sont stressantes pour tout le monde, le deuil. Prenez conscience de ça. Puis encore plus durant cette pandémie-là, parce qu'on n'a pas vraiment les gens autour de nous qu'on aimerait d'avoir, parce qu'on est limité. Alors, allez chercher des gens qui peuvent vous aider. On a besoin de stimuler, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de compréhension. On a tous besoin de ça pour avoir un équilibre de notre vie personnelle et notre vie professionnelle et privée. L'autonomie, nous devons avoir les choix, la liberté, l'indépendance, la spontanéité, puis l'espace aussi pour vivre pleinement notre vie. Alors, c'est tellement important, l'indépendance, de ne pas être dépendant des gens qui nous entourent, dépendant des choses. Hein. Des fois, on est dépendant de notre remote, par exemple, de télévision. On est dépendant, parce que si le remote manque, on est fini, là. Hein? Si on est dépendant, je ne sais pas, moi, de notre voiture, ben, des fois, faire un tour en bicyclette, ça peut être le fun, ça peut faire du bien aussi. Alors, être moins dépendant, avoir une certaine autonomie.
Connecter à la santé mentale, c'est important. Nos pensées vont avoir une influence sur nos sentiments, comme je le disais tantôt. Les sentiments vont avoir une influence sur nos comportements, puis nos comportements vont avoir un impact sur nos sensations physiques. Un exemple que je peux vous donner, si moi je pense négativement un matin, oh ma journée là, bon, elle va être plate. Bon, ben là, mon sentiment c'est quoi? C'est elle va être plate, puis ça va être long, puis c'est plate, puis je suis tannée, puis est-ce que je vais me sentir bien au niveau de mes sentiments? Non. Mon comportement, ça va être quoi? De rester assis devant la télévision peut-être. C'est-à-dire, j'ai le goût de rien faire. Alors, ma sensation physique, si je vais me sentir déprimé, fatigué, j'ai le goût de rien faire, je vais me rouler en boule ou je vais rester couché. Alors, j'ai pas des bonnes sensations physiques. Je me sens pas énergisé et je vais tomber dans un cercle vicieux comme ça. Alors, tout ça, c'est important de connecter à notre santé mentale. Vraiment d'être conscient, d'entraîner notre esprit à avoir une attitude positive, des pensées positives, être conscient de ses pensées puis de ses perceptions. Anticiper le bonheur, la santé et la réussite. Croire dans ça, malgré tout. Permettre volontairement des pensées, des mots, des images qui conduisent à des résultats positifs. Si vous savez que c'est des résultats négatifs en ouvrant la télévision, vous allez voir ce qui se passe dans d'autres pays. Mais vous avez le contrôle sur la télévision. Prenez autre chose. Prenez un film comique. Il y a tellement le choix maintenant sur nos postes de télévision. Se permettre volontairement des pensées positives, des mots qui conduisent à du réconfort. Si vous savez que vous avez un ami qui est négatif, appelez-le pas. Appelez quelqu'un que vous savez qu'elle est positive, qu'elle va vous monter le moral. Vous avez le choix, puis vous avez le droit de choisir. Dialogue intérieur positif. Quand même que je me dirais que j'ai un gros nez tous les jours, ça va-tu changer mon nez? Non, il va rester pareil, hein? Le même nez. Mais si je commence à me garder avec des yeux pleins d'amour, puis je change mon dialogue intérieur en disant, Lucie, t'as un nez au moins pour respirer. Ben, c'est le fun, t'as un nez comme tout le monde en a un. C'est sûr qu'il y en a qui en ont des plus beaux. Mais si je commence à m'aimer, moi, puis à me garder avec des yeux pleins d'amour, ben, peut-être qu'une journée, je peux me dire, Lucie, ton nez est pas si pire. Hein? Il est beau, là, regarde, il supporte tes lunettes, puis même des fois, j'ai de la misère à les supporter, là, parce que je pense que je suis pas assez large ici. Mais c'est ça, le dialogue intérieur, c'est juste changer notre façon de se percevoir puis de se voir. Le piège de la pensée, la distorsion cognitive, faire attention à ça. Parce que des fois, notre pensée, elle nous joue des tours. On pense à des choses, puis on dit, ben, oh, la voisine ne m'a pas parlé, elle doit être en colère, ben, comme ça, elle est en colère après moi, je lui parle plus. Puis là, on a une distorsion cognitive qui dit, ben qu'est-ce que j'y ai fait? Puis là, j'ai dû y faire de quoi? Puis là, j'embarque dans ça, puis je suis pas vraiment bien. C'est la distorsion cognitive. On commence à penser des choses qui ne sont pas réelles. Alors, construire un mieux-être mental, ben, ça, vous le voyez là. La gestion du stress, l'activité physique, régime équilibré, améliorer votre estime de soi, s'adapter au changement, traiter les émotions, trouver une paix intérieure, dormir suffisamment, relaxer, construire des relations positives, c'est tellement important parce que vous savez que les conflits amènent énormément de stress. Développer un réseau de soutien fort, quelque chose sur qui vous pouvez compter, c'est tellement important. Puis on sait que les réseaux sociaux, là, c'est pas toujours l'idéal. Continuez d'appeler les gens que vous aimez, d'avoir des contacts avec eux autres au téléphone, d'entendre leur voix, même FaceTime, de voir leur visage, leur sourire. Contez-vous des jokes. Faites-vous des soirées de filles en pyjama, devant l'écran. On peut tellement avoir de fun aussi, là. Mettez pas ça de côté. Allez de l'avant avec ça. Faites-vous des groupes sur les réseaux sociaux privés, hein, des soirées de filles, là. Hein, vous mangez une pizza devant l'écran avec toute la gang. On peut le faire. Une fait une pizza végétarienne, l'autre la fait à la viande. Puis là, vous vous dites c'est quoi la recette? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut soyez créatifs. Hein, faites-vous des choses qui sortent de l'ordinaire, qui peut être vraiment amusant des fois. Donner et recevoir des compliments. Alors, des fois, on est vraiment le fun de vous donner des compliments, mais quand on vient les recevoir, là, c'est une autre histoire. Hein? Des fois, on n'est pas toujours gentil avec les gens qui nous donnent des compliments. On nous dit, t'as bien beau chandail. Hey, c'est vieux, ça. Arrête, là, franchement, veux-tu rire de moi? Je pense que c'est même pas en mode. Ben là, qu'est-ce qu'on est en train de dire à l'autre personne? C'est que je peux pas recevoir de compliments. J'aime pas ça, recevoir des compliments. Tout le monde aime recevoir des compliments. Dites seulement merci. Alors, acceptez les compliments. L'implication de votre communauté.
Je peux pas changer le monde, mais je peux changer mon monde. Peut-être que je peux aider mon prochain. Peut-être que je peux aider mon voisin. Peut-être pas avoir des contacts physiques avec, mais peut-être je peux aller déposer de quoi sur son perron. Peut-être s'il n'arrache au niveau financier. Peut-être si moi je suis plus en moyen, je peux peut-être aider. Faites des petites choses qui peuvent essayer de vous aider à vous sentir mieux, puis à vous faire plaisir en faisant plaisir aux autres des fois. C'est important comment est-ce que ça peut nous donner un bien-être, des fois d'aider son prochain. Fixez-vous des limites, savoir dire non. Le stress provient avant tout dans l'incapacité de dire non. Puis plus je suis fatiguée, plus je suis stressée, moins que je peux dire non. Alors n'oubliez pas d'apprendre à dire non, parce que si je dis oui à tout le monde, où est-ce que je trouve le temps pour moi? Puis souvent, je vais m'oublier parce que je dis toujours oui aux autres, puis je suis pas capable de me dire non, puis de me dire oui à moi. Quand je dis oui aux autres, c'est parce que je suis en train de me dire non à moi. Alors, arrêtons de se dire non à nous-mêmes. Disons non à quelques personnes parfois qui abusent des fois de notre bonté. Les gens savent quand on n'est pas capable de dire non. Ils détectent ça. Ils savent c'est quoi le bouton magique pour avoir un service. Alors, mettez de côté le bouton de temps en temps, puis apprenez à vous dire oui. Choisissez-vous au lieu de choisir quelqu'un d'autre. Alors, se faire du bien, hein, surtout dans cette période de pandémie, c'est important. Alors, nos références, hein, il y a 2 heures, je vous ai gardé quand même, mais bon, merci d'être resté là. Alors, nos références et mes coordonnées. Si je ne suis pas au bureau, je prends mes appels, je les retourne. N'ayez pas peur. Si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas d'aller les mettre dans le Q&A là, à la fin de la présentation. Je vais répondre aux questions. Vous avez aussi la page Facebook, Instagram, la CSM, YouTube, il est là. Angela l'a mis en ligne aussi dans le chat. Merci de votre temps. Je le sais que le temps des gens est précieux. Merci de passer le vendredi après-midi avec moi. Ça me fait énormément plaisir d'être ici avec vous autres. Je vais vous souhaiter une belle fin de semaine, la meilleure possible. Puis faites-vous des belles petites attentions, des petits bonheurs. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose des fois, mais de prendre le temps de le faire, de le préparer pour soi, d'y mettre de l'amour, du temps, de l'effort, c'est ça la réussite, des petits bonheurs, puis tout le monde peut se le faire.